L'expression grande noirceur désigne dans la conscience historique des Québécois la période de 15 ans, qui s'étend de l'après-guerre jusqu'au décès de Maurice Duplessis, donc de 1945 à 59. Notre imaginaire est fortement imprégné par cette ère et ça tient sans doute du fait que M. Duplessis est devenu un emblème du Québec traditionnaliste et oppressant d'avant la Révolution tranquille. Eh bien, un candidat au doctorat en histoire économique, à la London School of Economics, Vincent Geloso, affirme que la grande noirceur a favorisé un rattrapage économique plus rapide même que la Révolution tranquille. On va lui en parler. M. Geloso est aussi économiste à l'IEDM. Il est avec nous en studio. Bonjour, M. Geloso. Bonjour. Merci d'être là. Donc, dans une publication que vous faites paraître pour l'IEDM, vous comparez le Québec avec le reste du Canada entre ces années-là, 40 à 60, 1940 à 1960, puis vous concluez que finalement, le rattrapage était plus grand avant la Révolution tranquille. Absolument. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que l'État intervienne massivement pendant la Révolution tranquille, en éducation, en économie, la période marquée par une plus petite intervention de l'État a marqué un rattrapage important du Québec en matière économique, en matière scolaire. Le Québec a commencé à fermer l'écart qu'il y avait entre lui et le reste du Canada et de manière importante. Et par la suite, ce rattrapage-là s'est ralenti légèrement et à certains égards, il s'est en fait les progrès accomplis ont été reversés. Donc, quelles actions ou inactions pendant la période de la Grande Noirceur, vous croyez, vraiment sont très spécifiques à ce rattrapage très rapide? En fait, ce qui se passe, c'est que les Québécois, à ce moment-là, ont l'air d'avoir changé énormément. Beaucoup de leur attitude, ont découvert beaucoup plus de choses qui changeaient leur perspective sur le monde, se sont embarqués dans le monde des affaires, mais il n'y avait pas beaucoup de barrières à leur entrepreneuriat, à justement se lancer en affaires. Par exemple, le Québec avait le plus faible fardeau fiscal en Amérique du Nord, avait une dette qui diminuait, avait des services publics de qualité, et dans tout ça, il y avait un progrès qui pouvait être réalisé. Il n'y avait pas de barrière, justement, qui était imposée par l'État. Mais c'était dans son ensemble, c'était un contexte très favorable à l'effervescence économique. Absolument. Il y avait eu la Grande Dépression, après ça, la Deuxième Guerre mondiale. Un peu partout, on vivait à peu près le même contexte. Aux États-Unis, avec l'industrie automobile, l'immobilier, c'était pas un contexte très large, donc, à une espèce d'émancipation économique? Oui, mais cette effervescence que vous mentionnez était vécue partout, mais le Québec la vivait beaucoup plus intensément, ce qui explique le fait que le Québec a rattrapé massivement, pas juste l'Ontario, mais le reste du Canada, l'ensemble des provinces canadiennes. L'écart entre elles, le Québec a longtemps été la province la plus pauvre du Canada, et grâce à ce qui s'est passé dans ces années-là, a rattrapé et a fermé l'écart. Et ce qui s'est passé par la suite, ce rattrapage-là s'est ralenti, justement parce que l'État est intervenu beaucoup plus par la suite qu'avant. Mais l'émergence de la classe moyenne, l'urbanisation, donc cette prospérité économique, l'expansion des universités, c'était pas nécessairement le résultat des politiques de M. Duplessis, là. Bien, écoutez, je vais vous donner l'exemple des universités, c'est le meilleur qu'on peut mentionner. Okay. Quand on regarde le nombre de gens dans la population, la proportion de gens au Québec qui avaient des diplômes universitaires, c'était équivalent à 70 de ce que c'était en Ontario en 1951. Quand la Grande Noirceur, on devrait rayer Grande Noirceur, puis après ça, le grand rattrapage, rayons ça. En 1961, la fin du grand rattrapage, on a 85 de l'équivalent de l'Ontario. Depuis, cette proportion-là n'a pas été égalée, elle a diminué. Là, ça, c'est important à mentionner. Depuis la Révolution tranquille, notre proportion de gens qui ont des diplômes universitaires relativement à l'Ontario n'a jamais été plus élevée qu'à la fin de ce qu'on appelait la Grande Noirceur. Donc, en quelque part, si on a rattrapé la plus grande partie de l'écart entre nous puis l'Ontario puis le reste du Canada dans cette période-là, alors que l'État faisait très peu en éducation, bien, il y a quelque chose à dire maintenant dans les politiques publiques, parce que le but, c'est d'avoir une compréhension correcte de l'histoire quand on fait des politiques publiques aujourd'hui, duquel on s'inspire de l'histoire. Donc, vous attribuez ça finalement au non-interventionnisme de l'État au lieu d'attribuer ça au contexte très général d'une sortie de la guerre où à peu près la majorité des États en Amérique vivaient une émancipation économique, où il y avait cette effervescence-là. Vous dites que c'est pas vraiment ça, c'est davantage parce que M. Duplessis était moins interventionniste. La question, c'est pas de réhabiliter M. Duplessis ou non. C'est-à-dire qu'à cette période-là, les Québécois avaient des changements de mentalité importants et il n'y a rien qui les a empêchés. Ça, c'est le message le plus important. Il y avait un dynamisme qui était encouragé et qu'il n'y avait aucune barrière dans les pas des Québécois. Puis souvent, là, ça fait partie d'un livre qui s'en vient dans pas longtemps. La note est une adaptation d'un livre qui était publié, mais Duplessis était juste souvent suivait les changements des comportements des Québécois pour se faire réélire. Il n'était pas l'initiateur de ça. Il n'y avait juste aucune barrière à l'innovation, à l'entrepreneuriat, au développement économique. Et les gens prenaient la chance de développer ces opportunités-là. Et le Québec s'est lancé économiquement face au reste du Canada à cette période-là. Eh bien, intéressant. Merci, M. Geloso, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Au revoir.
Restez avec nous, on poursuit avec d'autres nouvelles après la pause.